Moi, j'ai acheté 10 machines et je suis encore 3 fois moins cher que toi. Donc, je fais 10 fois plus de pièces que toi. Avec 10 matériaux différents. Mais vous voulez former vos gamins? Non, bah effectivement, ils n'auront pas de job. Voilà, point. Il faut former les gens. Bienvenue au Café de la FA. Aujourd'hui, on accueille Johan de la société Alcima et Dimitri de l'association Nextmove et on va parler de comment intégrer la fabrication additive chez les industriels. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johan, bonjour Dimitri, Bonjour. bienvenue donc au Café de la FA. Donc là, tout le monde a sa petite tasse. Voilà, c'est l'objectif. Café de la fabrication additive. Donc on est sur ce premier épisode. On est en mode cool. Hein. On va aborder aujourd'hui l'accompagnement en fait des industriels avec Johan qui va nous présenter son activité, qui va nous présenter en fait Alcima. Et du coup, en nous présentant ça, c'est surtout aussi les questions que doivent se poser les industriels sur comment on intègre la fabrication additive. Aujourd'hui, c'est assez obscur pour les industriels. On a plusieurs problématiques. Quelle machine acheter, quelle matière je dois utiliser, qu'est-ce que je peux utiliser. Enfin bref, voilà, il y a plein de questions que les industriels se posent et qui peuvent être résolus, on va dire. Et donc voilà, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue, Johan. Et donc premier épisode. Donc l'objectif, voilà, d'échanger sur un thème particulier. Aujourd'hui, l'accompagnement des industriels. Et demain aussi, pourquoi pas commenter un peu l'actu, etc. De toute façon, là, l'objectif, c'est de créer cette première communauté et ces premiers échanges. Donc allons-y, c'est parti. Et merci beaucoup pour l'invitation, du coup. Mais avec plaisir, avec plaisir. Donc on lance ça. Donc Johan, comment tu nous présentes ça tout de suite? Si vous voulez, je vous donne un petit mot d'Alcima déjà pour poser un petit peu le décor. Donc nous, Alcima, on est basé à Annecy, on existe depuis 2015 et donc on accompagne l'industrie sur toutes les questions de la fabrication additive. On va proposer du matériel, on va faire des préconisations matérielles après des études de projet et surtout là où on va se différencier de certains confrères, ça va être sur une partie d'accompagnement. Chez Alcima, on est intimement persuadé que l'efficacité de l'utilisateur permet d'avoir la rentabilité sur l'imprimante 3D. Si un utilisateur fait 20 essais pour sortir une pièce, l'impression 3D ne sera pas rentable pour l'industriel. Et donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et effectivement, on propose toute une gamme de services où on va proposer à nos clients de se baser sur notre expérience accumulée depuis 2015 pour éviter d'avoir à rechercher les mêmes choses que nous, on a déjà faites. Ce savoir, on l'a ici en interne, donc profitez-en. On va vous le transmettre au fur et à mesure de vos besoins. On sait très bien que la technologie de l'imprimante 3D, c'est une technologie d'itération. Ça peut prendre beaucoup de temps, ces itérations. Si on arrive à short squeeze cette partie-là d'itération et qu'on vous donne tout de suite la solution, l'efficacité n'est que meilleure. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, comme on le dit souvent, l'industriel a la tête dans le guidon. Le polymère, c'est peut-être pas forcément sa tasse de thé. Il n'a pas envie de s'y intéresser. Donc, il faut qu'il se base sur des gens indépendants comme Alcima qui vont être une sorte de centre d'engineering externalisé pour les industriels avec des propositions de machines à l'intérieur. Voilà, si je peux le dire en quelques mots autour d'Alcima. Moi, c'est vrai que je rencontre pas mal d'industriels qui ont intégré donc soit fortement, c'est-à-dire ont acheté directement des grosses strata et qui s'en servent pas forcément, mais on va dire par manque de temps en fait, parce que au départ certains industriels se disent ok, mon neveu il fait ça dans sa chambre, donc il ne devrait pas y avoir de souci pour mettre ça en place chez nous. Ça prend pas de temps, la machine elle fonctionne toute seule. Or on s'aperçoit qu'au bout de 2-3 essais c'est fini, c'est pas fructueux parce que il y a manque de formation. Le personnel est déjà occupé sur ses tâches actuelles, donc on vient rajouter quelque chose derrière. Donc il y a quand même une intégration qui est à soigner, quoi. Exactement. Et puis il y a une chose qui est hyper importante, c'est qu'il faut bien voir que c'est quoi qui va répondre à l'application. C'est pas la machine, c'est la matière. Donc avant tout, se poser les bonnes questions, c'est définir son application, définir son cahier des charges, définir la matière qui va correspondre au cahier des charges et ensuite seulement on achète la machine. C'est pour ça qu'un industriel, quand il va aller acheter une machine directement à un fabricant, déjà le fabricant, il n'aura pas un avis neutre par rapport à l'application, ce sera forcément sa machine qui sera meilleure. Et effectivement derrière il faut
Il faut avoir cette connaissance sur le polymère parce que c'est ça la clé. Acheter une machine et se dire, ok, je prends une machine, j'y vais, j'imprime des trucs et en fait j'imprime en PLA. Euh, tu l'as dit, hein, effectivement, quand maintenant beaucoup de gens ont des machines à 200, 500 euros chez eux pour aller bricoler. Et ils impriment des petites pièces en PLA pour aller sur les lignes de prod, pour faire de l'amélioration continue, faire des outillages, des choses comme ça. Et en fin de compte, l'industriel, une fois qu'il imprime en PLA, il se rend compte que le PLA, ça casse. Et le risque qu'on a derrière, c'est que l'industriel, il se dit, ok, la technologie est pas faite pour moi. Je vous rassure tout de suite et à tous les auditeurs, si votre pièce en polymère, elle casse, c'est juste que vous avez choisi la mauvaise matière et que vous l'avez imprimée pas correctement. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire pour pouvoir mettre en place des choses qui sont fonctionnelles. Faire du proto non fonctionnel, c'est simple. Aller faire du proto fonctionnel, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande un peu de compétences. Mais c'est pas parce que c'est compliqué à mettre en place que c'est impossible. Ouais, non, mais c'est sûr. Et dans les étapes de développement, on va gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Et donc là, justement, Dimitri, sur ce premier épisode, tu te présentes, même si on se connaît. Mais donc toi, tu as intégré, hein, aussi, au sein d'un gros industriel Moi, français. j'ai été industriel. Moi, j'ai été Voilà. industriel Donc, où j'ai acheté des donc machines, j'ai fait des tests. Pour la petite histoire, j'étais responsable projet fabrication additive pour le groupe Renault. Pendant 4 ans, j'ai mis en place des machines dans toutes les usines pour répondre aux besoins de maintenance, outillage, fonctionnel, prototype, essai. Enfin, on s'arrêtait à rien, 100% polymère. Parce que j'ai une vision du métal qui aujourd'hui est la mienne et qu'on partagera, je pense, à un autre café. Mais voilà, aujourd'hui polymère parce que je suis assez d'accord avec toi, Johan. Aujourd'hui, moi, je suis plus chez Renault, je suis chez Nexmo, on a un pôle de compétitivité, on accompagne aussi les entreprises. La chose importante, c'est ce que je leur fais comprendre, c'est pas parce que, et je suis d'accord avec toi, ton neveu en a une que ça marche tout seul. Parce que récupérer une hume sur Thingiver, c'est l'imprimer, c'est facile. Concevoir sa pièce pour son besoin, c'est déjà beaucoup plus complexe. Et de deux, ça demande une personne dédiée. Je parle surtout pour les gros sites, où finalement, il faut une personne dédiée, formée, capable de prendre en main les machines, capable de concevoir, capable de suivre les pièces, et surtout en mode agile, de s'adapter à une V1, une V2, si jamais la V1 fonctionne mais pas optimale, de s'adapter en matériaux, de s'adapter en géométrie. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Sachant que moi, je l'ai fait. J'ai eu la chance à l'époque, c'est d'avoir un manager qui croyait en la techno et qui me dit vas-y, t'as carte blanche pour y aller. Ce qui est jamais le cas normalement dans les industries. C'est toujours ah oui, mais moi, mon ROI, il est pour quand j'ai besoin d'avoir des retours sur investissement très rapides. Donc c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'avant avant les ROI, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement et justement, je trouve qu'Alcima a une belle carte à jouer dans ce process. et puis c'est vrai que cette problématique, hein, de RH, tu fais bien d'y mettre le doigt dessus, parce que actuellement, effectivement, devenir recruter de la compétence de manière générale, c'est hyper compliqué dans l'industrie. On n'a plus de compétences en France, hein. En tout cas, on n'arrive pas à trouver des gens compétents sur certains métiers très spécifiques. La 3D, c'est un métier où on va pas avoir de formation initiale à la fac, etc. On va le retrouver dans des options, dans des parcours d'ingénieurs ou des choses comme ça, mais on va pas retrouver de filière adaptée à ça. Du coup, en France, on a un vrai manque de compétences là-dessus. Et effectivement, l'industriel, il se dit, ok, il va falloir que je fasse un invest sur ma machine, et en plus, il va falloir que je recrute quelqu'un de compétent. Alors là, ça va être effectivement, il dit, oulala, ça va me coûter cher, ça va être compliqué, c'est trop long, j'ai pas le temps, j'ai plein de prod, etc. Et du coup, en fait, il va pas oser y aller. C'est pour ça que nous, notre proposition de valeur sur cet accompagnement, c'est de dire, ok, vous pouvez mettre quelqu'un derrière la machine, mais en fait, la compétence, on va venir vous l'apporter, et au fur et à mesure, dans le temps. Ça sert à rien de venir faire un gros bloc en one shot, parce qu'on sait très bien que de toute façon, les gens, ils vont retenir 30% de ce qu'on va leur dire, et que dans 6 mois, ils vont avoir des questions derrière. Donc, vaut mieux venir diffuser de l'info au fur et à mesure du besoin du client. Au début, il a besoin des posages en PLA, il va faire du PLA, on va l'accompagner là-dessus. Puis après, derrière, il a besoin d'une pièce en température, on va aller l'accompagner sur des matériaux de température. Mais on va y aller petit à petit et dans le temps. C'est comme ça qu'on devient efficace. Et il y a un autre point, effectivement, également qui est super intéressant avec ta direction que tu expliquais avec Renault, qui t'ont donné carte blanche, c'est la vision. Si on part dans l'imprimante 3D sans avoir une vision de ce que va nous apporter l'imprimante 3D, on a une chance sur deux de se planter. Il ne faut pas oublier que l'imprimante 3D, c'est l'un des nombreux piliers qu'on va retrouver dans l'industrie 4.0. Qu'aujourd'hui, un industriel manufacturier, je dis bien manufacturier, il faut sortir un produit d'une chaîne de production, se dise l'imprimante 3D,
Dans mon industrie, elle n'a aucun intérêt. Je peux vous le dire tout de suite, il se plante. Et le problème, c'est qu'il reviendra quand son concurrent se sera équipé et qu'il l'aura devancé. Et là, il va se réveiller. Mais ça sera peut-être trop tard. Donc c'est compliqué. C'est des enjeux qui sont hyper importants dans les années futures, mais qui sont pas palpables aujourd'hui. Faut pas. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est un outil complémentaire à ce qui existe déjà, qui permet, dans certains cas, de, en effet, revoir la conception des pièces et passer des séries 100% en FA parce que bah, la pièce s'y prête. Et il y a des fois, c'est un complément. C'est-à-dire que je vais faire mes premières montes en usinage, parce que bah, finalement, j'ai beaucoup de pièces d'un coup. Donc, une fois que j'ai fait ma MIF, j'enquille ma série. Puis après, toute la partie gestion de la maintenance peut être fait en fabrication additive avec simplement le stockage du jumeau numérique, avec la définition de la bonne matière au démarrage, pour justement bah, permettre de faire des économies à ce moment-là, des économies importantes, parce qu'on sait qu'une MIF en fabrication soustractive, ça coûte très cher la mise en fabrication. Quand c'est pour 2 pièces, ça se répercute sur le coût pièce. Donc ça, voilà, ça permet vraiment d'avancer les choses, mais ça reste un outil complémentaire aux outils de fabrication actuels, qui soit l'usinage, qui soit l'injection. C'est vraiment un complément. C'est ça, c'est un outil de plus, mais qui va rapporter en fait qui va rapporter aussi un sacré confort de travail, que ce soit dans le développement produit, parce que par exemple l'imprimante 3D va nous permettre d'avoir le droit à l'erreur. Je sais que ma pièce elle coûte 50 euros à imprimer. Chaque V1, V2, V3, V5 va me coûter 50 euros. Ok, je me donne 10 essais pour trouver une solution sur cette pièce. Et là maintenant je vais prendre le risque. Avant il fallait quoi? Il fallait un moule, il fallait un usineur, il fallait attendre 3 semaines, il fallait payer 10 000 euros pour son moule. C'est ingérable. On se dit non, je veux pas. Là j'avais des idées à la con, excusez-moi, mais je veux pas les mettre en place parce que je sais que j'ai une chance sur deux que ça marche pas, et puis ça va coûter hyper cher, donc j'y vais pas. Donc en fait on se freine. C'est pour ça que c'est porteur d'innovation au sein d'une entreprise, parce que bah ok, vas-y, on y va, on tente, et puis en fait j'ai même la réponse dans la journée. Ouais, bien sûr. Vous C'est ce avez un qu'on voit là. client? Je- Excuse-moi, j'avais un client qui me disait, moi je suis au responsable d'innovation, j'ai aucun problème de budget. Mais je veux juste prendre une imprimante 3D parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est quand j'ai une idée à la con, je reprends mon expression, quand j'ai une idée à la con, je l'envoie en sous-traitance, j'ai le retour 3 mois plus tard et je me rappelle même plus de l'idée que j'avais quand je récupère ma pièce. Et en fait, il me dit là, avec l'imprimante 3D, j'ai mon idée, bim, le lendemain, je teste tout de suite. Et je passe à l'idée suivante. Ouais, Voilà. donc on a ces deux notions. De toute façon, on a les notions de temps, de délai, voilà. Aujourd'hui, effectivement, un proto, on peut l'avoir 2 jours après. Et il y a cette problématique, effectivement, comme tu disais aussi, Dimitri, c'est cette problématique moule et prix d'investissement. Là, effectivement, ben encore hier, on a un industriel. Allez, on est sur du 50 000 euros l'itération, et alors qu'on peut le sortir là à plusieurs centaines d'euros, enfin voilà, quelques centaines d'euros, quoi. C'est tout. La dimension est pas au même point. Et c'est effectivement des chiffres qu'on n'a pas le droit. Et je leur ai dit d'ailleurs, à Dimitri, parce que tu m'avais interdit de mettre des chiffres, parce que pour un de nos clients, on passait de 160 000 euros d'investissement à 600 euros. Mais effectivement, Elle n'est mais pas personne. interdit. Mais non, mais et tu me l'avais dit à juste titre, c'est que personne ne peut comprendre cet écart. Tu peux pas te dire, enfin, c'est pas possible. Tu peux pas te dire, bah oui, on passe de 160 à 600 balles. Non, c'est incompréhensible. Et pour des qualités de pièces, pour un magnifique usage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des investissements, et d'ailleurs, l'industriel avait investi en fabrication additive, mais aussi, euh, pas de la meilleure manière. C'est-à-dire que c'est parti direct, un peu tout seul, dans des gros budgets, des gros investissements, non utilisés derrière. Et derrière, ben, c'est Je là suis. aussi où naît, on tient un peu notre épingle du jeu. C'est que du coup, on peut faire des itérations pour nos clients, et ensuite, ils savent où est-ce qu'il faut aussi investir derrière, parce qu'ils vont avoir des essais, parce qu'ils vont avoir essayé certaines choses. Et, euh, et donc, du coup, après, ils savent spécifiquement où est-ce qu'ils doivent aller pour aller chercher les meilleurs ROI, quoi. Mais moi, je partage une petite histoire d'un fabricant de machines d'impression 3D dont je tairai le nom, qui fabrique ses machines en impression 3D. Et quand je l'ai visité, j'ai posé cette question, mais au vu du volume,
pourquoi vous n'avez pas investi dans un moule et passé après votre viscérie en pièces coulées, injectées. Et il m'a donné cette réponse qui m'a satisfait. Il me dit non, parce qu'on est sans cesse en amélioration continue. Il dit, quand j'ai une idée, je la teste. Quand je la teste, qu'elle est validée, le lendemain, elle est en prod, sans que j'ai à me poser de questions. Ils disent, la technologie permet une grande flexibilité, et donc je peux être en amélioration continue H24, et le jour où j'ai une bonne idée qui sort, je peux la mettre en vie-série le lendemain. Qu'un moule, faut ressortir, faut le nettoyer, faut le réusiner, le remesurer, le retester, parce que bah, des fois, c'est toujours pas bon du premier coup. Alors que là, finalement, en FA, bah, une fois qu'il a fini son évolution, il réinjecte son nouveau programme et c'est reparti, quoi. Non, mais voilà, nickel. Donc, Moi, je voulais essayer de vous partager une notion d'effet cumulé, qu'on parle beaucoup avec nos clients. Je voulais essayer de vous partager justement un petit tableau des suivis des KPI pour vous montrer justement, on parlait de la puissance de la 3D là c'est plutôt sur une partie d'outillage. Hop, je me permets de vous partager. je sais que je l'ai vu et sur les process, c'est hyper intéressant. Mais justement, là, Joanne, tu peux nous présenter un petit peu justement les étapes d'accompagnement chez toi, en fait. Comment t'accompagnes derrière? Ça peut être assez intéressant d'avoir les différents process, quoi. Et après, de toute façon, c'est un peu des process que tout le monde peut utiliser un peu derrière, mais quelles sont les étapes clés? Moi, j'ai vu qu'effectivement, là, en accompagnant les industriels sur des premiers essais, après, ils Ouais. pouvaient se guider. C'est-à-dire que nous, NES, on est très, très dans le partage, mais on est assez empirique avec nos clients, hein. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin, nous, on satisfait ce besoin-là. Et au fur et à mesure qu'on va produire pour eux, donc après, ils s'équipent. Et nous, c'est notre objectif, hein, chez NES, hein, de toute façon, c'est ce que je vous disais un peu, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, c'est que nous, plus il y aura d'industriels qui auront des machines de fabrication additive, mieux ce sera. Parce que derrière, là, l'industriel fait son proto, fait ses toutes petites séries s'il a besoin. Nous, après, dès qu'on doit passer à l'échelle, on peut accompagner là-dessus. Et on peut accompagner aussi sur d'autres usages. C'est-à-dire qu'un industriel va pouvoir spécialiser dans une technologie et une matière. Nous, notre contrainte en tant que service bureau, c'est d'avoir toutes les matières, toutes les machines, toutes les technos. Bon, ben, fine. Ok, c'est notre rôle. Et une fois que l'industriel a fait ses tests aussi chez nous, il peut savoir où est-ce qu'il en a le plus besoin et où est-ce qu'il peut taper un peu plus vite. Et nous, derrière, on a un accompagnement. Mais du coup, c'est un peu plus empirique. Toi, je sais que tu as un vrai process. Mais là, vas-y, les applications et tout ça, c'est hyper Je te fais intéressant. voir les. Merde. Hop. Je te fais voir l'effet cumulé, puis effectivement derrière je peux repasser vite fait sur le process. Voilà, après ça peut être un peu long, j'ai énormément de choses à dire, je vous le ferai de manière très résumée, mais si à l'occasion effectivement ça vous intéresse d'avoir une présentation plus structurée autour de ça, je reviendrai plus en détail, il n'y a pas de problème. Là en fait c'est pour faire voir un type d'outil que nous on propose à nos clients pour faire le suivi des KPI. C'est super important une fois qu'on a intégré la technologie de bien valoriser le travail de la personne qui s'occupe de l'imprimante 3D. Moi trop souvent j'ai des gens ils me disent bah écoute moi je suis avec mon imprimante 3D dans mon BE, les gens ils me regardent avec des yeux tout ronds, ils comprennent pas ce que je fais, je suis un peu l'ovni au milieu du truc et en fin de compte le problème de faire ça comme ça dans son coin avec l'imprimante 3D, on la met pas en valeur auprès du service financier, du top management, et derrière on leur apporte pas la vision. Là c'est un petit tableau alors qu'on a fait, c'est un titre indicatif, et c'est un outil qu'on donne à nos clients pour que justement ils puissent faire le suivi de leur impression et qu'à la fin de l'année ils soient capables d'aller voir le service financier et de dire j'ai économisé avec mon investissement de X dizaines de milliers d'euros, j'ai économisé X dizaines de milliers d'euros et X jours d'approvisionnement. Si je prends l'exemple là, par exemple, sur ce petit tableau, on voit que là, ici, on a des applications qui sont des applications d'outillage. On a des posages de métrologie, on a des V de pliage, on va avoir des posages pour des capteurs, on a des trigonogo, on a de la pièce de maintenance, des posages pour des cartes électroniques. Voilà, on a plein de choses qui sont pas forcément des outillages avec une très forte valeur, c'est pas un produit fini qu'on va aller vendre, mais c'est un outillage qui va nous permettre justement d'être plus efficace sur la ligne de production. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir pour vous expliquer là le tableau, en bleu, ça va être les méthodes traditionnelles, c'est la partie à remplir par l'industriel sur ces méthodes traditionnelles. Donc si je prends par exemple la carte électronique, donc je vais prendre cette ligne ici. La carte électronique, qu'est-ce qu'on voit quand il l'achète sur catalogue, ça lui coûte 50 € le posage, il a 10 jours de délai pour les avoir, et il en consomme 350 par an.
Ok. Parce que ce posage, c'est ce qui va lui servir à venir mettre sa carte électronique pour que ça aille dans les machines, et puis c'est les machines qui vont venir mettre les composants. Donc il faut que ce soit des matériaux ESD entre autres. Donc là, on avait fait l'essai avec le client sur un PETG ESD qu'on a mis en place pour lui. Le coût de l'impression est de 3 euros par pièce. On a mis un coût de conception parce que mine de rien maintenant on travaille plus sur plan, on travaille plus sur catalogue, donc il faut un peu de conception 3D. Donc on est sur 2 heures de modélisation, une centaine d'euros de coût RH, et on est sur 4 heures d'impression en termes de délai. 4 heures, ça veut dire qu'on imprime à 8 heures et à midi on a notre pièce. Donc ça, déjà rien que ça, en termes de réappro, c'est sympa. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur une consommation de 350 posages comme celui-ci? C'est qu'à la fin de l'année, j'ai quand même gagné 16 000 euros sur cet outillage. J'ai gagné 10 jours de délai d'approvisionnement. Et quand je mets ça bout à bout, là j'ai une dizaine d'applications qui n'ont pas une grande valeur intrinsèque l'une et l'autre, mais mis bout à bout, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais gagner presque 100 000 euros, et surtout je vais gagner 153 jours de délai d'approvisionnement sur 360 jours de l'année. C'est-à-dire que j'ai gagné 6 mois de délai. C'est ça qu'on appelle la flexibilité dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on l'imprimante 3D va amener la flexibilité. Cet exercice, il est hyper important. Tous les industriels devraient le faire pour forcer le top management, j'ai envie de dire, à avoir cette vision autour de la 3D. La 3D, on ne pourra pas y passer à côté dans les prochaines années. C'est comme l'intelligence artificielle, c'est comme toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, on sera obligé d'y passer. Et si on ne veut pas la subir, il faut y aller tout de suite, et puis il faut y aller, il faut se poser effectivement les bonnes questions. Et ça me permet d'enchaîner, je vais faire ça très, très rapidement. C'est hyper intéressant parce que si on voit pas là le tableau, là, sur un total de toutes les pièces, là, tu es sur un 92 000 euros de gain. C'est ça. Voilà, sur un volume de pièces de combien à peu près? Là, sur des volumétries de pièces, j'ai pas le total du nombre. Merde. J'ai pas le total du nombre de pièces là. Ouais. C'est sur une cinquantaine de pièces? Non, plus, parce que là j'avais 350, 50, 30. On va être sur 400 pièces, quelque chose comme ça. Non, ouais, un peu plus là. Mais voilà, en fait, ce que je veux faire voir à travers ça, c'est que plein de petites applications qui, pour l'industriel, n'auraient pas forcément beaucoup de valeur. Tout ça mis bout à bout, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est des effets qui vont être exponentiels. Quand on va mettre ça bout à bout, en fait, le gain à la fin de l'année va être gigantesque. Mais si on ne fait pas cet exercice-là, on s'en rend pas compte. Donc, pour apporter une vision dans l'industrie, c'est hyper important. Et nous, tous nos clients ont ce type de tableau et on les pousse à ce qu'ils remplissent ce tableau. C'est un peu chiant, mais il faut le faire. C'est super important pour le futur de l'industrie. Moi, je le faisais tellement régulièrement quand j'étais chez Renault qu'on avait développé une appli interne pour la gestion de la prod qui nous sortait les gains en automatique. Faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai acheté ma première machine chez Renault, personne ne savait où on allait. Chez Renault, il y a des centaines de pièces en plastique en process. Je parle pas de pièces dans le véhicule, je parle vraiment des pièces process. Et en fait, quand j'ai acheté ma première, je me suis concentré sur un cas d'application qui était des chariots de transport de pièces, où c'était des pièces en Avcodur à l'époque. Alors Avcodur, c'est une marque, je ne saurais plus donner la définition technique du matériau, mais c'était du plastique lambda. Quand on a fait faire les tests en FDM pour répondre aux mêmes besoins, et en fait le coût des pièces ont été divisés par 10. Et quand j'ai présenté le premier cas d'application à mes boss, ils m'ont regardé, ils m'ont dit: ah ouais, et il y a combien de pièces comme ça dans l'usine? Et là je leur ai dit: il y en a quelques centaines, voire potentiellement des milliers. Ah, ok. Et en fait tout s'est accéléré d'un coup, parce qu'ils ont vu que sur un cas d'application, j'arrivais à diviser le prix par 10 en prenant en compte l'amortissement machine, les consommations électriques, le temps passé derrière à préparer le job, etc. Et du coup, ils se sont dit: mais merde, si on arrive à faire ça, mais même sur 200 pièces dans l'usine, c'est déjà des gains astronomiques, et au fur et à mesure. Et du coup, pour la petite histoire, c'est que mon remplaçant partage les chiffres. Mais Cléon, aujourd'hui, en 2017, on faisait 0 pièces. En 2022, ils font plusieurs milliers de pièces par an. C'est pas des centaines, ce sont des milliers de pièces par an qu'ils font. Ils sont 4 dans la fab, et c'est... Je peux pas donner les chiffres de gains, mais je peux vous assurer que c'est plus d'1 million d'euros de gains. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant là que tu nous dises, Dimitri, on n'est peut-être pas obligé de citer les machines, etc. Mais là, tout le monde va se poser un petit peu la question de savoir, quelle machine tu as acheté,
enfin une fois encore, c'est Renault, donc ça doit être une énorme machine qui produit des milliers de pièces comme ça. Raconte-nous un petit peu là les machines aussi dans lesquelles tu as investi, parce que c'est vrai que c'est Ouais. impressionnant. Bah, pour reprendre la petite histoire rapide, c'est qu'en fait, j'étais chargé d'affaires dans un atelier d'usinage qui faisait déjà des pièces process, et on m'a dit, la FA se développe, regarde, on me donne un budget de 300 000 euros pour acheter du moyen, et regarde ce qu'on peut avoir avec. Et en fait, au début, j'y connaissais rien, parce que moi, je suis électromécanicien à la base. Donc j'ai commencé à me poser un peu les bonnes questions. J'ai commencé surtout à bencher, à voir ce qu'ils faisaient à l'extérieur. Alors forcément, en tant qu'industriel, j'étais voir HP, j'étais voir Stratasys, je leur ai dit tiens, vous avez quoi comme moyen, c'est intéressant, etc. Et en creusant un peu et en regardant les limites de chacune, je me suis tout doucement descendu vers des machines de bureau et je suis rapidement arrivé vers une marque qui est très connue aujourd'hui, qui est des machines qui étaient inférieures à 5 000 euros, donc autant dire que pour Renault, c'était pas grand-chose. Et en fait, le fait de ne pas avoir une grosse machine de production qui coûte cher, mais d'avoir des petits moyens flexibles, flexibles en matériaux, ouverts, nous a permis justement de multiplier les cas d'application sur différents matériaux. On en avait pour loin d'une vingtaine à la fin, de l'ESD, des chargés carbone, des flexibles, enfin, on a à peu près testé tout ce qui existe. Et donc, on ramenait des gains avec des machines de service bureau à moins de 5 000 euros qu'on amortissait dans les 15 jours, en fait. On faisait tellement de pièces avec que la machine, on l'achetait, 15 jours après, elle était amortie. Moi, j'ai eu des clients, un proto, ça a suffi à payer la machine, hein. Oui, non, mais c'est ça, hein. Et donc, et c'est là où, maintenant, quand j'accompagne des industriels, je leur dis, mais ok, Stratasys, je critique pas Stratasys, ce qu'ils font, ils le font très bien. Il y a des cas d'application, il y a que Stratasys qui répond. Si je veux de la grande pièce précise avec 80% de réussite, aujourd'hui, il y a que Stratasys qui existe. Par contre, si je veux mettre des moyens pour ma maintenance, pour mon process dans mon usine, bah avec Stratasys, je vais être enfermé dans des matériaux, je vais être enfermé dans des coûts-pièces assez importants parce que le coût matière est important. La machine a besoin d'entretien régulier à des factures assez importantes. Moi, je leur dis toujours, mais prenez des petits moyens, par contre, formez-vous dessus. C'est pas parce que c'est un petit moyen qu'il n'a pas besoin de formation. Un petit moyen a besoin encore plus de formation qu'une Stratasys qui, elle, finalement, est très verrouillée. Par contre, ça vous permettra une plus grande flexibilité. Et croyez-moi, et c'est ce que je leur dis toujours, je dis, essayez, vous allez être surpris. C'est ça, je me permets de rebondir parce que nous, chez Alcima, on est très orienté open source, justement pour pas être pieds et poings liés avec un fabricant. Et pour nous, en fait, les machines fermées, c'est un tueur d'innovation. C'est plutôt des machines qui sont vouées à aller faire de la prod. Effectivement, on prend Stratasys, c'est un américain, on peut en discuter. Voilà, Strata, on va imprimer de l'ABS et ça va nous produire de la pièce d'ABS. Le jour où j'ai besoin d'aller faire une matière souple comme ça, le jour où j'ai besoin d'aller chercher des matériaux ESD, des matériaux un petit peu... typiquement, là, on travaille avec des compounders pour faire des filaments qui vont être anti-contrefaçon ou des choses comme ça. En fait, on peut pas. Donc si on a une bonne idée avec une strata, en fait, on va faire que produire ces pièces en ABS pour ces petites séries. Là, il y a un vrai intérêt économique. Typiquement, pareil, un HP, on va pas acheter une HP pour aller faire de l'outillage. On peut, mais en soi, économiquement, c'est une hérésie. Il faut faire de la pièce à valeur. C'est pour ça que d'ailleurs un Stratasys a pris tous ses contrats cadres avec l'aéro, avec les matériaux qui sont normés pour l'aéro. Ils ont fait un gros travail là-dessus, ou avec des Alstom, des choses comme ça. Et en fait, ils ont effectivement cadenassé certains marchés, mais derrière, on peut pas en sortir. Très efficace sur le marché sur lequel ils s'y sont mis, ça c'est indéniable. Mais par contre, derrière, si j'ai ma petite idée à la con, j'y reviens, et je peux pas y aller. Et en fait, ça, c'est un tueur d'innovation pour nous. C'est notre vision en tout cas, chez Alcima. C'est ce que je disais, ce qu'ils le font, ils le font très bien. Dans l'aéro, ils sont implantés parce que ça permet de verrouiller des process, ça permet de garantir des qualités. Pour l'aéro, qui a d'énormes contraintes et encore plus sur les métaux. Moi, je connais l'impression métallique côté aérospatial. C'est des contraintes astronomiques, hein, des conditions les machines cloisonnées individuellement avec leurs matériaux caractérisés, etc. Aujourd'hui, ce que fait Strata dans l'aéro, ils le font très bien. Ce que fait Strata dans la grande pièce, ils le font très bien. Par contre, dans le process de 90% des cas d'application, en fait, c'est pas obligatoire. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire drôle.
Chez Renault, la France, on s'est déployé, on a plutôt bien travaillé, on était devenu un peu référent du groupe. Quand on a fait une première réunion avec le monde, la Roumanie qui avait acheté une Stratasys me dit je comprends pas pourquoi vous n'avez pas acheté des vraies machines. Je dis bah comment ça? Bah ouais, vous avez acheté des machines à moins de 5 000 euros. Franchement, c'est de la merde, fallait acheter de la Strata. Et moi, j'aurais partagé mes chiffres. J'ai dit ok, donc toi avec ta Strata, tes coûts de pièces, c'est 100, c'est ça. Tes coûts d'utilisation machine, c'est ça. Moi, c'est ça, j'en fais plus que toi parce que quand toi t'as acheté une Strata, moi j'ai acheté 10 machines et je suis encore 3 fois moins cher que toi. Donc je fais 10 fois plus de pièces que toi, avec 10 matériaux différents. Je dis, c'est quoi l'intérêt? Et c'est là où en fait, tu vois l'écart entre un industriel qui dit non, non, mais il faut aller vers de la machine industrielle et finalement une flexibilité qui apporte des machines de bureau qui permettent énormément de choses. Et je pense que la réussite de la France, de Renault en France sur les usines, ça a été ça justement. Ça a été de ne pas se cloisonner, de se dire on garde des moyens ouverts. Par contre, on se forme dessus, on s'auto-accompagne parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait en accompagnement. Donc on s'est auto-formé dessus, on a testé nos matériaux, on a même fait faire des matériaux sur mesure avec un fabricant local Normandie qui est francophile, avec qui on a déployé des PLA renforcés pour répondre aux besoins mécaniques. Ça, c'est génial de pouvoir faire sa propre matière. Voilà, j'ai une application, effectivement, j'ai pas de matériaux sur catalogue qui existent, eh ben, je vais aller me faire ma propre matière. Nous, on va travailler avec des chimistes, des extrudeurs, des compounders. Et derrière, ben, en fait, la solution, on fait le polymère, il est incroyable. Moi, quand j'ai commencé cette aventure avec Alcima, je pensais que j'allais vendre de la techno, mais en fait, non. Comment on y revient, c'est le polymère qui est la solution. Et en fait, on est aussi des vendeurs de polymère. La 3D, c'est juste pour le mettre en forme. Et en fait, le polymère, on peut arriver à faire des choses extraordinaires avec le tout. C'est de bien le connaître et c'est la base, sinon derrière on tape à côté, si on tape à côté on va dire bah ça marche pas, c'est pas pour moi, et là on s'est planté. Non, non, Et on est d'accord. tout est dépendant de ça, hein. Nous, c'est pareil, on a eu des sujets comme ça. Et là, on parle beaucoup FDM. Je vais revenir sur un point et qui va rejoindre l'autre. C'est sur les machines. Donc, on parlait de machines ouvertes, machines fermées. Effectivement, machines fermées sur des gros types Stratasys, Formlab, HP. Eh bien, c'est cool parce que on va avoir du clé en main quasiment et des, on va dire des erreurs de fabrication qui sont minimes, mais c'est quand on connaît très très bien, enfin pour moi c'est quand on connaît très très bien notre usage et qu'on sait où est-ce qu'on va. Parce que la matière, on l'utilise déjà beaucoup, parce que on sait qu'on produit énormément de pièces sur cette techno-là et sur ces matières-là, mais effectivement, la plupart du temps, on va pas savoir exactement où est-ce qu'on va aller en termes d'industrie et surtout qu'est-ce qu'on va produire et qu'est-ce qu'on va produire le plus. Et après, la machine ouverte, même si elle demande beaucoup plus de formation, et ça là-dessus, encore hier, enfin, moi j'insiste énormément là-dessus, et c'est pour ça qu'on a développé aussi une formation de notre côté, mais il faut que les personnes et que les industriels se forment en interne, parce que la plupart du temps, ça démarre, ça fait une pièce, la deuxième, ça commence un peu, et la troisième, blam, on échoue, et puis on dit c'est mort, la fabrication additive, c'est pas pour nous, alors qu'en fait, c'est juste un problème de formation derrière. Et pour rejoindre sur la partie matière, ben, c'est effectivement là où il y a un intérêt aussi. C'est qu'on va pouvoir concevoir une matière particulière, on va pouvoir adapter nos usages et surtout trouver la bonne matière qui va correspondre à nos usages aussi. Parce qu'aujourd'hui, le catalogue FDM, il est Que ce soit des machines ou des matières, c'est une jungle. C'est une jungle. Et je comprends tout à fait qu'un industriel, il ouvre la page du catalogue, il est perdu. Il sait pas. Il peut pas savoir en fait. Il y a tellement d'essais, il y a des centaines de choses différentes pour des centaines d'objectifs différents. C'est compréhensible que l'industriel, c'est pas son métier, hein. Moi, je travaille avec des usineurs qui font du métal. Autant vous dire, quand on leur parle de polymère, voilà, c'est tout à fait normal. Alors, je voulais justement sur la partie matière, vu que nous on travaille sur des machines ouvertes, effectivement, l'ouverture sur les machines, nous on les voit beaucoup en primo-acquisition ou en deuxième acquisition, parce qu'après, effectivement, derrière, on a exploré plein de matériaux, on a trouvé des applications à forte valeur, celles qui nous font gagner vraiment beaucoup de temps, et après on va venir dédier une machine à ces applications-là. Et c'est là où une machine fermée peut être intéressante, ou avoir une machine ouverte, nous c'est ce qu'on propose à nos clients, d'avoir une machine ouverte qu'on vient refermer sur certains usages.
avec toujours la possibilité de faire clic droit, option avancée, d'aller chercher d'autres choses. Mais on vient en fait cadrer cet usage-là pour être le plus productif possible. Nous, chez Alcima, justement, les gens ils viennent nous chercher pour cette connaissance autour des matériaux. Typiquement, nous, sur 8 ans, on a benchmarké plus de 1500 matériaux. On en a testé presque 500 différents. On travaille sur des matériaux expérimentaux, les extrudeurs ils nous envoient ça avant commercialisation, etc. Et cette connaissance-là sur les matériaux, bah, c'est carrément notre force. On a une base de données là-dessus qui est juste phénoménale. Et quand on a une problématique client, on fait un jeu de filtre en face dans nos fichiers et on arrive à une shortlist de 3-4 matériaux qui vont répondre à l'application du client. Et on va être capable tout de suite de venir lui proposer la bonne matière. Et je refais une petite passe très rapide pour faire quand même un peu la promotion de l'AFPA. Nous, on a travaillé avec l'AFPA depuis 2018 pour mettre en place la première formation qualifiante de technicien supérieur en fabrication additive. Effectivement, les entreprises cherchent beaucoup de compétences et je tiens à dire que là, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a des stagiaires qui cherchent des stages où les entreprises leur ont mis des faux plans au dernier moment et je sais que là, il y a des stagiaires donc qui sont formés sur toutes les technologies FDM, SLA, SLS, Metal, HP, etc. Donc c'est vraiment transdisciplinaire et voilà, il y a des stagiaires donc il y a de la compétence, il y a quand même des choses qui se font. Le tout c'est de le savoir, donc c'est pour ça que je fais une petite promo pour l'AFPA parce que je sais qu'il y a des stagiaires plein de compétences et plein d'envies qui sont disponibles sur le marché français. On est blindé en stagiaire, c'est hallucinant, on reçoit énormément de demandes. Mais alors là, ça m'inspire, du coup, il faut qu'on fasse, enfin, on fera un café de la FA spécial. On se dédiera aux matières, je pense, ça va être important. Et il faudra le faire aussi sur les métiers de la fabrication additive, parce que du coup, quand on commence à faire de la formation, on s'aperçoit qu'il y a énormément de métiers. Et d'ailleurs, là où où certaines personnes disaient que ça allait tuer de l'emploi ou autre, parce que les machines entre guillemets travaillent soi-disant toutes seules, ça en crée énormément parce que on peut relever 3 métiers sur l'AFA. Je trouve ça impressionnant, c'est qu'il y a la conception, il y a le designer, la personne qui va faire la CAO. Aujourd'hui, des personnes qui font de la CAO et j'en suis surpris, hein, c'est la CAO. Il y a de la CAO qui est faite en Chine aussi. Alors, et je trouve ça incroyable. Là, on chope des startups qui ont fait la CAO en Chine. Ah ouais, J'attends ils là. externalisent. Non, mais je suis en train de récupérer le projet, mais laisse tomber. Mais la CAO est faite en Chine. Comment veux-tu que le moule derrière soit pas fait en Chine? Et comment veux-tu que derrière la production soit pas en Chine encore une nouvelle fois? Donc là, on essaie et on va commencer les premières prods là bientôt. Donc c'est bon, on va récupérer le dossier en France. Mais à partir du moment où les réflexes vont être en Chine et que les connaissances, et là je cite la Chine, mais ça peut être à l'étranger. Mais donc il y a ce métier de CAO qui est aujourd'hui externalisé. Il y a le métier bien sûr de technicien, on va dire, et de fabrication, d'expert en fabrication additive, c'est-à-dire que la personne qui va savoir comment je positionne ma pièce dans ma machine, comment je développe, comment je programme mon G-code, où est-ce que je mets des remplissages, où est-ce que, enfin voilà. Donc il y a à la fois donc CAO maîtrise du slicer, c'est-à-dire de découper ma pièce en couches là, et ensuite donc comment je l'imprime et le suivi de l'impression. Connaissance de la matière, comment je chauffe ma buse d'extrusion. On parle ici de FDM, mais c'est pareil sur les résines et demain SLS potentiellement avec plus d'ouverture. Mais les résines, c'est pareil. Quelle longueur d'onde, quel temps d'exposition, etc. Donc il y a toute une maîtrise de ces sujets-là. Et derrière, il y a de la maintenance machine. Donc on voit 3 métiers. Il y a 3 métiers autour de la fabrication additive. Et donc ces 3 métiers-là, en général, on n'en fait qu'un quand on intègre au sein de l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui doit avoir ces 3 compétences-là, en plus de ce qu'il faisait avant. Et c'est souvent en plus, effectivement, c'est souvent en plus, c'est souvent une tâche en plus, et il y a certains industriels, certains responsables techniques qui n'ont pas envie de se mettre aussi des choses en plus. Alors effectivement, ça c'est une problématique de RH, on y revient. Est-ce qu'il faut me dédier une personne? Est-ce que c'est une charge de travail en plus pour quelqu'un dans l'atelier? Voilà, ça c'est des choses qui sont hyper importantes. Et effectivement, dédier une personne, oui, ça coûte plus cher, mais en fait, c'est cette personne qui va être moteur au sein de l'entreprise, autour de l'innovation, et on aura un vrai pôle d'innovation. En tout cas, moi, j'aime bien le dire que c'est la pièce de réponse de l'impossible. C'est-à-dire que là où il y a les machines, j'ai un problème où avant j'avais pas de solution, bah en fait on va aller voir le collègue au Fab Lab et lui il a probablement une solution. Ben oui, voilà. Ouais, tout à fait. Mais oui, il y a plusieurs métiers et effectivement la formation, il faut se former. Sinon, moi j'ai eu l'occasion dans
dans un petit salon autour des écoles, etc. Il y avait les étudiants qui venaient voir les métiers industriels. Et puis j'ai la professeure qui m'est tombée dessus, qui m'a dit bah, l'imprimante 3D, vous allez pas, mes gamins là, ils auront pas de job à cause de vous. Je lui dis mais vous les formez vos gamins? Non, bah effectivement, ils auront pas de job. Voilà, point. Il faut former les gens. Oui, mais faut former au bon niveau, tu vois. Oui, là c'était des scolaires, c'était des primaires. J'ai eu un étudiant de l'INSA de Rouen où on a fait, qui a été avec moi pendant son stage de dernière année, un ingénieur. Quand on a fait sa soutenance, j'ai participé à sa soutenance en tant que tuteur. Et son prof à la fin me dit, mais et la même en fait la même réponse que le roumain. Mais quand est-ce que Renault achète de vraies machines? Je dis mais pourquoi vous dites ça? Non, mais à un moment faut arrêter avec vos machines de bureau, ça sert à rien, machin. Et en fait c'est là où c'était à moi de lui expliquer ce qui se passe en industrie, alors que c'est lui le prof. Donc il y a un moment je dis bon, enfin je dis vous êtes gentil, mais venez voir d'abord ce qui se passe, venez voir ce qu'on en fait, et après vous jugerez. Et après vous nous direz bah expliquez-moi pourquoi votre Ultimaker fonctionne, pourquoi votre Stratabsis fonctionne mieux que nos machines de bureau. Je dis, Ouais. faut arrêter de dénigrer un peu toutes les petites technos flexibles parce que bah, ça demande des compétences, ça demande de la prise en main. C'est pas inné, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et comme les gens comprennent pas ça, ils disent, ah non, mais ça marche pas, c'est pas mature. C'est pas mature, c'est mature. C'est juste qu'il faut la prendre en main. Comme chaque investissement, en fait, on achète une solution qui est rentable. Si investir 5 000 euros, ça t'en fait gagner 20, si investir 20, ça t'en fait gagner 80, bah après c'est un choix. Voilà. Mais il faut pas, c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Voilà, c'est... Bon, on avait passé un peu la demi-heure, Ouais, on va mais je crois qu'on pourrait passer la matinée, hein, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, non, mais c'est ça le truc. Donc c'est pas. Un peu de boulot quand même derrière. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de taf derrière.